Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, on accueille aujourd'hui Alain de Benoît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, philosophe et essayiste et vous publiez L'exil intérieur, carnet intime aux éditions Crisis. Bienvenue. Merci. Alors Alain de Benoît, je suis content de vous recevoir parce que voilà, on prend un peu de distance, un peu de hauteur par rapport à l'actualité, mais on va en parler aussi. D'abord, Alain de Benoît, vous êtes un cas d'école quand même. Vous avez, je me suis laissé dire que vous avez une bibliothèque contenant à peu près 200 000 bouquins, 200 000 ouvrages. Vous les avez tous lus ? Ah, c'est la question traditionnelle, ça. Je sais. Et vous connaissez d'avance la réponse. Non, bien sûr, c'est une bibliothèque de travail. C'est une bibliothèque de travail. Quand j'étais très jeune, j'allais travailler à la Bibliothèque nationale. Et là, comme chez les adolescents, on a de petites crises de parano, je me suis dit, après tout, autant réunir, acheter, me débrouiller pour réunir les livres dont j'ai besoin. Ça m'évitera d'aller me déplacer à la nationale. Donc j'ai commencé à réunir cette bibliothèque, qui est à la fois une joie, bien sûr, mais une charge extrêmement pénible en même temps. Ah oui, c'est pas mal quand même, effectivement. Vous avez ce qu'il faut quand même. C'est dispersé dans plusieurs maisons. Oui. Ah d'accord, c'est bien. Oui, c'est Cadet Roussel avec ses livres. Oui, exactement. C'est ça. Et alors Alain de Benoît, pour ceux qui ne vous connaissent pas, beaucoup de gens vous connaissent. Vous avez écrit une centaine d'ouvrages. Vous êtes philosophe. D'abord, vous êtes essayiste, effectivement. Et puis, si j'ai bien compris, votre passion est essayer de comprendre le monde. On peut dire de le décrypter, de traduire, de transmettre, parce que vous parlez beaucoup des idées. Je crois que vous avez été un aficionado, un drogué dur aux idées, surtout. Oui, c'est vrai. Ma conviction a toujours été que, non pas que les idées mènent le monde, pour prendre la formule classique, mais qu'on ne peut pas en faire l'économie. Car si on n'est pas structuré mentalement, idéologiquement, avec des racines aux convictions du moment, finalement, ce qu'on entreprend n'ira pas bien loin. Mais c'est vrai, de ce simple fait, je me mets dans la catégorie de l'intellectuel avec toutes ses qualités et tous ses défauts, bien entendu. Je crois qu'une société où il n'y aurait que des intellectuels serait extrêmement invivable. Terrifiante. Mais s'il n'y avait que des hommes politiques, des fleuristes et des informaticiens, ça ne serait pas non plus sympathique. Donc, comme en beaucoup de choses, il faut du pluralisme. J'essaye de remplir mon rôle. Alors justement, votre rôle, est-ce qu'il sait, je rappelle d'un des premiers ouvrages qui a eu beaucoup de retentissement et de succès, c'était en 1977, effectivement, c'était Vue de droite. C'est un livre, effectivement, à l'époque, et je voudrais parler de ça parce que ça nous concerne aussi, moins 45 ans après. Au fond, quand vous pensez à ce Vue de droite, quand on pense aussi, je rappelle quand même, c'est très important, qu'à un moment donné, vous avez joué un rôle intéressant médiatiquement, parce qu'à travers le Figaro Dimanche et le Figaro Magazine que dirigeait à l'époque Louis Poels, l'écrivain Louis Poels, il y a eu quand même D'ailleurs, c'était très intéressant, parce que je trouvais Poels, ou je ne sais pas si c'est Robert Vincent, avait le côté Hugh Hefner. Il y avait les 4 filles qui se baladaient à travers le monde. Elles n'étaient pas nues, attention, on est au Figaro. Elles étaient en maillot de bain. Et puis, il y avait Alain de Benoît et ses amis qui donnaient des textes solides, structurés. Et est-ce que vous êtes cette droite-là, ça a été d'emblée votre chemin ? Non, pas tout à fait. Et surtout, il faut se rappeler l'époque. J'avais appelé ce livre Vue de droite, après avoir beaucoup hésité, parce qu'à l'époque, personne ne se disait de droite. Et que c'était encore la meilleure manière de se distinguer un peu de ce que tout le monde et tous les mutins de panurge, comme disait Philippe Muret, pouvait répéter. En réalité, le temps a passé et je ne crois plus beaucoup que la distinction gauche-droite soit le dernier mot, ni de la pensée politique, ni de la pensée tout court. Ça subsiste. Il y a des restes, mais si vous regardez les grands essayistes aujourd'hui, vous essayez de les classer en fonction de la droite et de la gauche, vous allez avoir beaucoup de difficultés.
Hein. C'est vrai. Michel Onfray, il est de droite ou de gauche, au fond, hein. Bon, c'est pas très bien. Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa, Marcel Gaucher et bien d'autres. Hein. Bien d'autres. Je crois que ce ne sont plus des catégories très valides. Mais il y en a d'autres qui sont apparus. Il y a d'autres scissions, il y a d'autres clans, d'autres façons de voir le clivages. monde qui sont antagonistes aujourd'hui. Par exemple, bon, là aussi on enfonce un peu les portes ouvertes, mais il y a quand même en France aujourd'hui ce fait extraordinaire qui est la déconnexion de la France populaire, des métropoles urbanisées, d'une classe politique qui est elle-même un peu à bout de souffle. Oui. C'est l'apparition des livres de Christophe Guilluy, notamment, et autres. Oui, il y a les analyses de Christophe Guilluy, de Jérôme Fourquet également, d'un politologue que j'apprécie beaucoup comme Jérôme Sainte-Marie, qui ont bien cerné la mise en place d'un bloc populaire, d'un bloc élitaire, et ça rebat considérablement les cartes, d'autant plus que ça déborde les frontières. Tout à fait. On va parler de cette espèce de jeu sur lequel je suis assez d'accord avec vous, cette espèce d'effondrement du clivage gauche-droite, en tout cas tel qu'il existait pendant des décennies. On en parle tout de suite après cette petite pause. On revient tout de suite avec Alain de Benoît, journaliste, philosophe, essayiste, qui publie L'exil intérieur, carnet intime aux éditions Crisis. Et on attend bien sûr vos questions au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Alain de Benoît, avec Alain de Benoît, L'exil intérieur, carnet intime, aux éditions Crisis, avec une postface de François Bousquet. Je viens de recevoir un tweet d'une amie qui est en train de nous écouter, Alain de Benoît, et elle me dit, Douguin m'a dit, Douguin le penseur russe, Douguin m'a dit qu'Alain de Benoît était le penseur le plus important en Europe. Voilà. Donc c'est très gentil. Voilà. C'est très gentil. Faudrait parler longuement de Douguin, qui est une personnalité assez spéciale, remarquable par certains côtés. Un philosophe, un penseur russe, on peut dire. C'est un penseur russe, archi-russe, et vieux croyant orthodoxe, qui a même jusque dans le physique, une barbe de pop, tout à fait impressionnant. Mais enfin, bon, ça c'est prendre les choses un peu par le bout de la lorgnette. Le bout de la lorgnette. Mais je voudrais revenir à la gauche et à la droite dont on parlait. Et vous savez qu'aujourd'hui on parle, alors voilà, on se lance je veux dire, c'est vraiment les noms d'oiseaux, c'est de l'extrême gauche, extrême droite, voilà, oui, actuellement les extrêmes, c'est plus possible les extrêmes. On est en 2022, en 1977, vous écrivez Vue de droite, on a parlé du Figaro, et puis on rappelle que Jean-Marie Le Pen avait fondé son mouvement en 1972, le Front National. Est-ce que par rapport à il y a presque 50 ans, disons ça, 50 ans, est-ce qu'aujourd'hui, ces notions extrêmes, quand on dit extrême gauche, extrême droite, pour vous, ça a un sens? Et lequel sens il y a? Ça doit avoir un sens. Simplement, on ne le définit jamais. J'admets parfaitement l'idée qu'il y a des gens qui sont des extrémistes, crispés, sur des positions poussées à l'extrême, qui considèrent que la fin justifie les moyens, ce genre de choses, n'est-ce pas? Quand vous lisez le livre de Pierre-André Taguieff sur l'extrémisme qui est paru tout récemment, vous avez de bonnes définitions. Le problème, vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, le débat est empoisonné, je dirais même empuanti, par les procès d'intention. Autrefois, vous aviez des fascistes qui se disaient fascistes, des communistes qui se disaient communistes, des démocrates qui se disaient démocrates. Et bon, aujourd'hui, on veut absolument vous persuader que vous êtes autre chose que ce que vous dites. C'est là où c'est très agaçant. On met l'étiquette et on vous colle l'étiquette. Oui. Quand j'entends parler quelqu'un d'extrême droite ou d'extrême gauche, d'ailleurs, c'est pareil. J'ai envie de dire, intéressant, mais c'est quoi la définition d'extrême droite? Et généralement, vous n'avez rien. Quasiment rien, ou des espèces de balbutiements tout à fait ridicules. Et ça pose le problème d'une société qui est de plus en plus radicalisée, envahie par la haine. Il faut bien le dire quand même assez incultes. C'est pas nouveau, il y a toujours eu des gens incultes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont au sommet, ce qui modifie la perspective.
Et comme ils n'ont pas énormément de vocabulaire... Vous voulez dire que l'inculture devient vertueuse, pratiquement. L'inculture devient à la fois dominante, parce qu'elle est bien représentée à la tête des institutions, et elle devient vertueuse dans la mesure où les gens éprouvent le besoin d'être du bon côté, du côté de l'empire du bien, et de diaboliser, on est dans une représentation purement religieuse, de diaboliser leurs adversaires. On refuse de leur serrer la main, on ne leur reconnaît pas un statut de légitimité minimale, à la limite, ils n'ont pas le droit d'exister. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de véritable débat, sinon dans l'entre-soi. C'est-à-dire quelqu'un qui pense quelque chose invite 3 personnes qui pensent à peu près la même chose, et ils se retrouveront pour taper sur ceux qui n'invitent jamais. Je trouve ça inquiétant. À titre personnel, bon, c'est un peu désagréable, bien sûr, d'être dans une certaine mesure ostracisé, mais surtout, c'est très inquiétant parce que c'est une rupture avec les débats tels qu'ils sont déroulés à la fin du 19e siècle, au début du 20e, encore dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, on est à la fois dans l'hystérie et dans la diabolisation. C'est ça que je trouve tout à fait insupportable, évidemment. Alors, quand il s'agit d'un homme politique, c'est très facile. Quand il s'agit d'un intellectuel, d'un penseur, etc., le procédé le plus commode, c'est de ne jamais citer un mot de ce qu'il a écrit, même s'il a écrit beaucoup. L'omerta, la loi du silence. C'est la loi du silence, c'est la loi du silence, et moi je l'ai vu de façon très, très personnelle et très précise. À l'âge où je suis, j'écris depuis longtemps. Vous l'avez dit, j'ai fait une centaine de livres. Jusque vers 1980, quand je sortais un livre, j'avais un article dans Le Monde, dans Libération, dans La Croix, dans les principaux quotidiens hebdomadaires, qui étaient parfois très critiques, ce qui était normal, bien entendu. Et puis, à partir d'un certain moment, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus rien. Ah, on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Alors, comme je ne pense pas que ce que j'écrivais soit devenu totalement stupide ou insupportablement extrémiste, ça serait plutôt le contraire, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis surtout, je vois qu'il y a tout un tas d'auteurs qui avaient des tribunes libres dans Le Monde, par exemple, à une époque, comme c'était aussi mon cas d'ailleurs. Et puis, ils ont disparu, ils ont été marginalisés, même des gens connus comme le sociologue, le regretté Jean Baudrillard par exemple, il était un petit peu provocateur, comme Philippe Muret. Donc, à partir d'un certain moment, ces gens-là, ça sent mauvais, on n'en parle pas. C'est désastreux. C'est désastreux à tous égards, évidemment. C'est sûr. On va en reparler après une toute petite pause avec vous, Alain de Benoît. Les carnets intimes, l'exil intérieur, de très très beaux apophthegmes, de très très beaux textes. Et puis on va continuer à parler de tout cela avec les auditeurs de Sud Radio ensuite. Absolument, les auditeurs de Sud Radio qu'on retrouvera en deuxième partie et qui nous appelleront bien sûr, qui peuvent nous joindre au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous parlez justement de cette espèce de jet d'étiquettes, de tsunami d'étiquettes, on ne parle pas à X ou Y sous prétexte de il est extrême, il est ceci, il est cela, enfin on le sait, hein, facho, pas facho, réac, et autres. Et c'est vrai que ce que dit Alain de Benoît, à ce moment-là, comment voulez-vous débattre? Et vous n'allez pas débattre avec vos clones, sinon c'est pas la peine. Mais vous citez dans votre livre Albert Camus en 1958, Alain de Benoît, qui écrivait ceci: « Une nation ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir de s'estimer elle-même. Il est dangereux de lui demander de s'avouer seul coupable et de la vouer à une pénitence perpétuelle. » Albert Camus, 1958. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans aujourd'hui? On est en pleine repentance, comme vous le savez. On a l'air de découvrir que l'histoire est tragique, et que dans l'histoire, il y a des grandes pages de lumière et il y a des pages sombres, pour tout le monde, pour tous les peuples. Et au lieu de dire, j'assume tout, on bat sa coulpe.
Donc le refrain, le mantra, c'est mea culpa. On voit bien l'origine religieuse de ce genre d'attitude, mais qui aujourd'hui va vers la négation de soi. Non pas l'examen de conscience, qui est une chose très belle, non pas l'autocritique lorsqu'elle est justifiée, mais la négation de soi, en disant « je suis maudit, j'appartiens à un peuple maudit », mes ancêtres n'ont fait que du mal dans l'histoire, donc on est dans une représentation... C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Fantasmatique, et là... je dois dire que moi, je ne suis pas de ceux qui disent la psychanalyse, ça n'a aucune valeur. Dans certains cas, ça a beaucoup de valeur, il faut bien l'employer simplement. Et ça s'analyse tout ça sur le plan, la haine de soi, sur le plan psychanalytique et sur le plan psychiatrique, parce que c'est encore un volet dont, à mon avis, on ne tient pas suffisamment compte. Aujourd'hui, on voit à la faveur de tel événement, anecdotes, choses plus ou moins pourtant, les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens, paraît-il, qui sont des aliénés, c'est pour ça qu'ils tuent. Oui, mais alors ça, c'est encore autre chose. Mais en dehors des gens manifestement déséquilibrés, comme on dit maintenant, dans les circonstances que vous savez, il y a quand même le regard que le psychiatre pourrait porter sur un certain nombre de faits, vous parlez un peu du wokisme. Là, je parle de toutes les folies wokistes, de toutes les modes auxquelles les gens ne comprennent rien, depuis les hommes enceints aux femmes à barbe, en passant par les trans, cis, paratransgenres et autre chose, qui aboutissent parfois à des absurdités qui ne relèvent plus du politique ou de l'idéologique, mais véritablement du psychiatrique. Par moments, on a l'impression d'être dans un asile de fous. C'est ça qui, je pense, conduit peut-être des gens qui sont un peu dans ma disposition d'esprit à essayer de prendre un peu de hauteur, un peu de distance, tout en restant un observateur attentif de l'actualité, de ce qui se passe. C'est peut-être pour ça que vous avez écrit aussi, enfin maintenant, vous avez rassemblé vos carnets intimes, vous dites, et c'est très intéressant parce que vous parlez de psychanalyse, de psychiatrie, et vous dites, là, vous avez écrit ça, là, vous dites, Emmanuel Macron déclare qu'il a très envie d'emmerder les non-vaccinés. Aussitôt, les commentateurs dissertent à n'en plus finir sur l'usage du verbe, alors que le vrai mot-clé est celui d'envie. Car le scandale, s'il en a un, ne tient pas au fait que le chef de l'État ait dit emmerder plutôt que gâcher l'existence ou rendre la vie impossible. Il tient à l'aveu qu'il en meurt d'envie. C'est un minuscule exemple de la façon dont on privilégie toujours ce qui est sans importance au lieu de s'intéresser à ce qui est important. Pourquoi, en l'occurrence, c'est l'envie, pour vous, qui est le moins important? L'envie, c'est le ressort. C'est le ressort intime. J'ai envie. Et puis, à la limite, ça devient un slogan. J'ai envie de ceci, de cela, et j'ai le droit. C'est-à-dire qu'on transforme d'abord l'envie en besoin, et ensuite le besoin en droit. C'est-à-dire qu'on est dans le règne de la subjectivité totale. Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent ben voilà, je suis un homme, mais je considère que je suis une femme. Il faut que vous me considériez comme une femme. Sinon, vous êtes transphobe. Très bien, mais et s'ils se considèrent comme une jument ou une vache, on a le droit de la traire, je ne sais pas. Donc, la subjectivité veut conquérir l'objectivité. On ne se contente pas de dire « moi je pense que », ce qui serait légitime, c'est « si je pense ceci de moi, je dois être considéré comme tel, sinon vous m'agressez, vous m'humiliez et nous nous retrouverons devant les tribunaux ». C'est là où on retrouve la dimension psychiatrique. Maintenant, il y a quelque chose qui est très proche de l'envie, c'est le ressentiment. Nietzsche a écrit de très belles pages sur la puissance du ressentiment comme facteur historique. On vient de rééditer L'homme du ressentiment de Max Scheler, qui est un grand livre également. Je ne vais pas rentrer dans le détail de choses de ce genre, mais on voit bien que l'envie, le ressentiment, parfois même la simple jalousie, a une portée
qu'on n'imagine pas tout à fait. Pourquoi ce dans l'immédiat. ressentiment, cette haine, justement, et pour des choses qui n'en valent surtout pas la peine, en tout cas souvent, devient doctrinaire, pratiquement. C'est-à-dire que, en fait, c'est faute de s'attaquer aux vrais problèmes, faute de s'attaquer aux vraies idées, faute de s'attaquer au fond, qu'on se bat sur l'écume. On se bat sur l'écume parce qu'on n'est plus capable de faire la distinction entre l'écume et ce qui n'est pas l'écume. On vit dans un monde d'information, dans un monde de l'immédiateté. Les réseaux sociaux ont aggravé cela, amplifié cela dans des proportions extraordinaires, ce qui fait que le moindre petit P de travers qu'on raconte sur les réseaux sociaux devient une affaire planétaire. Hein. Dans ces conditions-là, c'est pas étonnant que l'écume prédomine. Puis alors, il y a les obsédés, les complotistes, les gens qui ont leur dada, leurs idées fixes, ou qui continuent à employer un langage obsolète, tout ramener à la droite et la gauche. On en a dit un mot tout à l'heure. Moi, il y a une chose qui me frappe énormément. Dans la dernière élection présidentielle, Oui. vous aviez 2 finalistes que tout séparait, sauf une chose. Tous les 2 refusaient de se déclarer de droite ou de gauche. C'est la première fois qu'on voit une situation de ce genre dans l'histoire politique de la Ve République, de façon symétrique, mais un peu en miroir quand même. L'un et l'autre pensaient que ce n'était pas en se réclamant de l'une ou l'autre de ces 2 étiquettes qu'il allait toucher les gens qu'il voulait toucher. Ça n'a pas été suffisamment remarqué, car c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République. Oui, de ne pas se déclarer ou de droite ou de gauche, c'est vrai. Bien sûr. Ouais, et c'est vrai que Marine Le Pen refusait absolument le label de droite. Et contrairement à Zemmour, et en fait c'est elle qui l'a remporté par rapport à Zemmour. Tout à fait. Non, c'est absolument fascinant cela. En fait, Alain de Benoît, si on creuse un peu et c'est vrai, avec vous, c'est très intéressant de creuser cela. Justement pour revenir à non pas le problème de la repentance, on en a parlé, ce problème aussi où on se dit, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les débats, on a dit, sont comme ça, mais il y a quand même des gens qui publient, des choses intéressantes, des gens qui creusent, etc. Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs, à droite comme à gauche. Mais par exemple, est-ce que vous estimez aujourd'hui, vous avez parlé de l'unité du peuple, mais est-ce que c'est le clivage mondialiste, souverainiste, ou patriote, ou appelez-le comme on veut, qui a remplacé un peu, ou en tout cas qui se substitue au stand de se substituer à droite-gauche. On peut le dire. Il est sûr que d'un côté, il y a des gens qui se sont transnationaux, qui habitent sur une planète où un jour on est à New York, le lendemain à Saint-Tropez, le 3e à Hong Kong pour surveiller la bourse, etc. Puis des gens que tout ça dépasse un petit peu, qui voient s'effondrer tout ce qu'ils ont connu et parfois aimé. Et qui essayent de retenir quelque chose, et qui voient bien que ça correspond aussi à quelque chose, parce qu'il y a toujours des produits dont on vante le fait qu'ils sont faits selon la tradition depuis 3 siècles, etc., etc. Donc, il y a une certaine schizophrénie dans tout cela. Mais je dirais que ces clivages, aujourd'hui, prennent une véritable dimension sociologique, et qu'à certains égards, on assiste au grand retour de la lutte des classes. Ah bon? Oui. Carrément. Ah oui, carrément. Quelle lutte et quelle classe? Déjà, la sécession de fait des élites d'un côté, des classes populaires de l'autre, appuyée par la fraction des classes moyennes qui se trouve aujourd'hui très clairement en situation de déclassement. C'est clair. Bon. Et Guy, lui, a très bien étudié ça dans ses bouquins. Non, c'est une situation, vraiment de classe, à mon avis. Mais il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. On pourrait le dire. Mais il y a toujours eu ceux qui sont en haut, qui sont en bas. Oui, mais excusez-moi d'attirer votre attention sur un point. Oui. Avant, le jeu politique était horizontal. Vous aviez la droite à un bout, la gauche à l'autre, et un curseur qui se baladait entre les deux. C'était très horizontal. Aujourd'hui, le clivage fondamental, il est vertical. C'est entre le peuple et les élites. La classe politique, la caste, dans laquelle les gens ne se reconnaissent plus,
et vis-à-vis de laquelle il développe des sentiments parfois terribles, d'une haine incroyable. Tout à fait. Mais Alain de Benoît, est-ce que ça ne s'appelait pas, il y a 200 ans, le clergé et la noblesse face aux tiers états? Si, mais on sait comment ça a fini. Oui. Donc, c'est clair qu'on peut avoir quelques il n'y a pas que Mélenchon pour dire qu'on va refaire 1789, n'est-ce pas? mais justement, par rapport à ça, vous savez, vous connaissez, je ne sais pas où ou pas, la phrase célèbre de Warren Buffett, qui est un des milliardaires américains, représentant de Walmart. Il a dit, oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Est-ce que les riches n'ont pas gagné? Je crois qu'il a dit, elle se poursuit et les riches continuent à la gagner. À gagner, oui, c'est ça, si vous voulez. C'est bien parce que ça permet aussi d'actualiser. Alors justement, est-ce que le riche ne continue pas à la gagner? Est-ce qu'au fond, cette lutte des classes n'est-elle pas, au fond, une fausse lutte des classes? Je veux dire, pas une fausse lutte des classes en ce sens, bien sûr qu'il y a des différences de classes, mais on a l'impression qu'ils ont réussi, ou que les élites, en tout cas ils sont bien, de détourner les objectifs de la lutte vers d'autres poteaux d'exécution. Sans doute, Warren Buffett se félicite que sa classe l'ait emporté. Mais il faut aller au-delà des personnes, parce qu'on est toujours porté à dire, il y a les riches, ou bien il y a les gros, ou bien il y a... les 200 familles à l'époque. Oui, les 200 familles, les méchants banquiers, etc. En réalité, c'est très primitif comme approche. Parce que au-delà de tout ça, il y a un système, qui est le système du capitalisme libéral, de la formation d'un capital qui se suraccumule à partir d'un argent qui se reproduit. Très marxiste, cher Alain de Benoît. Là. Pas marxiste, mais éventuellement très marxien, oui. Il a vu des choses, le camarade Karl Marx, qu'il ne faut pas dédaigner. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de sectaire. Je prends mon bien où je le trouve. Et quand chez un doctrinaire, un penseur, je trouve des choses qui sont justes, je ne vais pas dire « Ah non, c'est pas possible, je ne le crois pas ». Oui, vous dites pas « Ah, il est de droite ou il est de gauche, je ne l'écoute pas ». D'ailleurs, entre parenthèses, Karl Marx ne s'est jamais dit de gauche, pas plus d'ailleurs que, comme le faisait remarquer Michéa, que les premiers socialistes, Proudhon, Sorel, Jules Vallès, etc. Intéressant. On va reparler tout de suite après avec nos auditeurs Sud Radio. Et oui, on vous donne la parole tout de suite après cette petite pause de pub pour que vous puissiez poser vos questions et vos témoignages aussi, les partager avec Alain de Benoît, journaliste, philosophe et essayiste, auteur de L'exil intérieur, carnet intime aux éditions Crisis. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nos auditeurs, Alain, dans tous leurs états. Françoise du Gard. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Bonjour voilà, Françoise. Bonjour André, bonjour Alain, bonjour à votre invité. Voilà, je voulais vous dire que voilà, c'est passionnant aujourd'hui particulièrement et je partage tout à fait son analyse. Alors je voudrais savoir par rapport à la situation que nous vivons, à l'inculture au pouvoir, comme il a dit tout à l'heure, je voudrais savoir si pour lui, il y a une alternative de la part des intellectuels, des artistes, parce que quand je vois toutes les postures ridicules que certains artistes ou certains intellectuels prennent, ou alors le grégarisme, ou alors l'absence quasi totale de réaction par rapport à ce qui se passe. Je vais savoir s'il pense que le philosophe ou l'intellectuel a encore un rôle à jouer dans la société actuelle, parce que moi je suis un peu désespérée quand je vois ça. Je pense à Zola, bon c'est sûr c'était une autre époque quand il a écrit J'accuse, ou Picasso quand il a peint Guernica. Je me dis, mais c'est pas possible. Voilà. Merci. En tout cas, très bonne question, Françoise. C'est vrai. Quel rôle les intellectuels, les artistes d'aujourd'hui, c'est vrai, quel rôle jouent-ils? Est-ce qu'ils ont encore, disons, un rôle à jouer? Alors, cette auditrice pose en effet une très bonne question. Elle parle de Zola, mais elle sait bien que nous ne sommes plus à l'époque de Zola et que la grande époque des intellectuels, l'époque où ils étaient les porte-parole des sans-voix, n'est-ce pas, les autorités morales, est fini, ne serait-ce que parce qu'il parlait généralement ex cathedra, c'est-à-dire depuis la chaire universitaire, et que l'université, depuis, a complètement sombré. Alors, les intellectuels, est-ce qu'ils peuvent encore jouer un rôle? Oui, je le pense, mais
quel est leur rôle? À mon sens, le rôle d'un intellectuel, c'est pas d'aligner des phrases absconses auxquelles les gens ne comprennent rien, c'est d'aider les gens à mesurer le sens du moment historique dans lequel ils vivent. C'est-à-dire d'acquérir la formation mentale, idéologique et philosophique qui leur permet de mettre les choses du moment en perspective au lieu d'être comme les mouches qui essayent de passer du côté de la vitre mais n'ont pas compris qu'il fallait faire un petit détour pour ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué Michel Onfray. Et moi, je fais partie d'un atelier d'écriture qui est au sein d'une université populaire. Et je trouve que Michel Onfray a peut-être fait cette démarche pour aider les gens à accéder à la culture. Chaque intellectuel a son itinéraire, voilà, mais l'exemple que vous donnez est très bon. Michel Onfray, avec son université populaire, avec tout ce qu'il fait maintenant, c'est un auteur par ailleurs extraordinairement prolifique, donne un bon exemple et en même temps il donne la différence qu'il y a entre un intellectuel engagé, ce qui me paraît tout à fait louable, et un intellectuel partisan, c'est-à-dire qu'il n'est pas louable du tout parce que c'est quelqu'un qui est dogmatique et qui veut étirer sur un lit de Procuste le réel. Je trouve que ce qui est lamentable, c'est qu'il est beaucoup plus facile de se brancher sur les chaînes d'infos en continu devant son ordinateur et les réseaux sociaux plutôt que de chercher d'autres choses que l'information qu'on nous... Ouais, voilà, mais il faut un effort, Françoise, il faut faire l'effort, c'est bien ça. Et alors vous parliez également des artistes. Les artistes, c'est un peu différent. Vous savez, de tout temps, je crois, les artistes... ils veulent pas perdre de public, ils ne veulent pas aller à contre-courant parce qu'ils savent que ça leur vaudrait des ennuis. C'était vrai avant la guerre, c'était vrai sous l'occupation, c'est vrai aujourd'hui, c'est la même chose. La plupart des artistes, ils vont dans le sens du vent. Ils sont prudents, quoi. Ils font comme les feuilles mortes, hein, ils vont dans le sens du vent. C'est vrai. Merci Françoise. Merci Françoise et bonjour à César de Bayonne. Bonjour César. Bonjour André et bonjour Alain de Benoît. Bonjour. Et aux auditeurs. Alors je suis très content qu'on parle de ce sujet des confusions et des droites et des gauches parce que ça m'intéressait depuis longtemps. Alors je vais dire deux choses et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez-y. Donc le premier sujet c'est pas le plus important mais je voulais le dire. C'est l'idée du ridicule de la droite et de la gauche à mon sens. Et le deuxième sujet c'est l'idée d'unir enfin les gaullistes et les progressistes. Donc le premier point que je voulais dire, c'est que on a tous une main gauche et une main droite, et je pense que la main gauche et la main droite, il y en a pas une qu'il faut couper, voilà. Donc je pense que l'union des droites ou l'union des gauches, c'est complètement stupide. Je pense qu'il faut savoir faire du compromis quand on fait de la politique. Si on veut gagner à 80%, plutôt que de gagner à 51% et encore par chance. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, oui. Je voudrais avoir votre avis. Il y a beaucoup de gens qui apprécient le gaullisme. Aujourd'hui, tout le monde parle du gaullisme. Et en même temps, surtout chez les jeunes, il y a beaucoup de gens qui parlent du progressisme. Donc c'est cette idée, pas forcément wokiste, mais c'est cette idée tout simplement d'être plus ouvert d'esprit, un renforcement sur l'antiracisme et l'écologie notamment. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que plutôt que, et je vous invite même vous, André Berkoff, parce que je vous trouve très drôle, je vois souvent dans le gaullisme quelque chose de sérieux, l'État bienveillant, et c'est un rapport à l'honnêteté. Et Alain de Benoît, tout à l'heure, il a dit qu'on avait un combat qui était vertical, et aujourd'hui, je suis complètement d'accord. On a un rapport aujourd'hui qui n'est pas de droite et de gauche, mais qui est par rapport à l'honnêteté et à la sagesse, face à la corruption et au mensonge et à la bêtise. Donc je pense vraiment qu'en effet, c'est vertical. Et je vous invite vraiment, André Berkoff, à l'occasion, si vous y réfléchissez, de prendre finalement, vous comme tous ces gens qui se disent de droite, de mettre des lunettes bleues. Je ne me dis pas de droite, oui. Allez-y. Voilà, exactement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens comme Marine Le Pen ou peu importe mettent des lunettes bleues, des lunettes vertes et qu'ils soient un peu plus progressistes afin de remplacer les Sandrine Rousseau. Et puis, en fait, il faut mettre de la bienveillance dans le progressisme plutôt que du wokisme et ses idées racistes et diviseuses. Voilà. César, on va justement à Alain de Benoît. Oui, très rapidement. Ouais. C'est un discours sympathique, mais il faut bien voir que si vous dénoncez le wokisme, la racine du wokisme, c'est le progressisme, du point de vue de l'histoire des idées. Hein. L'union, c'est bien l'union, mais l'union, ça se construit pas dans l'abstrait, sur un coin de table. On peut toujours dire, on va unir un tel, et pourquoi ils s'unissent pas, et puis à la fin, tout le monde sera d'accord, et on sera dans une perspective à la fois unanimiste et interclassiste.
socialiste. Malheureusement, ça marche pas toujours comme ça, parce que il y a des choses qui peuvent s'unir, parce que leur conviction, leur philosophie, leur conception de l'homme et de la société peut s'harmoniser avec une autre famille. Mais dans d'autres cas, ça s'harmonise pas. Mais attention, les libéraux ont une conception de l'homme qui n'est pas celle des conservateurs ou des traditionalistes. Donc, nécessairement, on achoppe très vite. Et j'en finis là-dessus. Je crois que plus que de rechercher une union que tout le monde cherche mais qu'on ne trouve pas, l'essentiel c'est plutôt de voir quels sont les thèmes porteurs d'une époque et où se trouvent les dynamiques historiques. Parce que ça nous en dit long sur le moment où nous sommes. Là, alors, tout à fait, les thèmes porteurs, mais je crois que ce que veut dire César, sans le trahir, et je pense que effectivement, en fait, c'est sortir de, et vous le disiez vous-même, sortir de ces étiquettes, je veux dire, accolées, ponctuer droite-gauche et dire voilà quels sont effectivement les thèmes qui nous unissent. Voilà, mais César a tout à fait raison. Hein. Voilà, de ce point de vue, il a tout à fait raison. C'est-à-dire, c'est pas le progressisme ou pas progressiste, c'est être, comme il dit, drôle, humour, bienveillance et surtout. Je dirais que 55 à 60% de la population française pourrait se retrouver sur un certain nombre de thèmes si ces gens-là dépassaient leur tout l'ego. Mais c'est encore une autre histoire. Et c'est aussi le problème du vocabulaire, parce que beaucoup de mots qu'on emploie ont trop servi. Ils ne veulent plus dire grand-chose, ils sont banalisés, chacun les emploie mais lui donne un sens différent, et ça ne facilite pas la compréhension dans les débats. Il faut nettoyer le dictionnaire au Karcher. Donc essayer surtout de rompre avec les étiquettes. Moi je pense que les étiquettes c'est bon pour les bocaux de confiture. C'est beaucoup mieux de savoir quel est le contenu d'une idée. Absolument. Et pas son nom ou son contenant. Et pas son contenant. Notre émission arrive à sa fin. Merci beaucoup Alain de Benoît. Je rappelle que vous êtes journaliste, philosophe, essayiste et que vous publiez L'exil intérieur, carnet intime aux éditions Crisis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On revient demain avec un face-à-face assez particulier au cours duquel on recevra 3 de nos confrères. Sarah Daniel de l'Obs, Jean-Baptiste Rivoire et Régis Le Sommier. 3 grands reporters pour un débat sur le droit à l'information et un état des lieux du journalisme en France. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye qui reçoit Sandy Boulanger pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes. L'Octobre rose, les seins des femmes et le cancer. Comment réussir à s'aimer à nouveau après un cancer du sein. Excellent après-midi sur Sud Radio.